c'est pas nouveau, mais s'il y a bien un genre de jeu exigeant qui cartonne en ce moment, notamment dans la sphère du FPS, c'est bien les jeux venus d'Europe de l'Est. Que ce soit l'expérience multijoueur unique que propose un Escape from Tarkov, toutes les innovations désormais incontournables d'un Arma 3, ou l'excellence en termes de narration et d'ambiance que propose le moindre jeu de la franchise Metro, y a pas à dire, c'est une véritable mine d'or. On retrouve des caractéristiques communes à ces titres qui font leur qualité, bien qu'assez différentes, je vous l'accorde. Un accent mis sur le réalisme et une difficulté exigeante, des propositions de gameplay innovantes qui redéfinissent les contours du genre FPS, et surtout une ambiance unique dans des décors sobres, mais au charme inégalable. Et je crois que la quintessence de ce parfum si particulier, je l'ai trouvé dans la deuxième moitié des années 2000, grâce à une saga de FPS de survie RPG, empreinte de radioactivité, Stalker. Stalker, c'est un projet fou de l'éditeur JSC Game World, qui a simplement failli ne jamais voir le jour. Une série de 3 jeux se déroulant dans la zone, une région où se côtoient anomalies, radioactivité et factions antagonistes, le tout baigné dans l'ambiance morose et dépaysante du périmètre entourant la centrale éventrée de Tchernobyl. L'endroit idéal où partir en vacances. Et alors qu'on attend avec impatience la sortie inespérée de Stalker 2 Heart of Chernobyl, j'ai jugé bon de vous parler de l'histoire de la création des 3 premiers jeux Stalker et de ce qu'ils ont à offrir aujourd'hui en 2023. Bienvenue dans XP. Alors je prends une seconde sur l'épisode pour vous informer que j'ouvre une page Patreon pour celles et ceux qui souhaiteraient me soutenir financièrement et m'aider dans la réalisation de mes futurs projets. Je réalise ces vidéos avec passion sur mon temps libre en plus de mon activité pro, donc si vous avez les moyens et l'envie, un grand merci à vous. Ça se passe juste en description. Allez, je vous laisse avec l'épisode. « 1995. Voilà 4 années que l'Ukraine a pris son indépendance de l'Union soviétique. Le pays traverse, comme beaucoup d'anciennes républiques soviétiques, des crises économiques et politiques majeures. L'État fait face à de la corruption et la population se remet difficilement du traumatisme qu'a été l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl 10 ans plus tôt. La situation dans le pays est instable, et autant vous dire que le développement d'une industrie culturelle, c'est pas du tout la priorité du pays. Cependant, cette année-là, un individu va terminer ses études secondaires, diplôme de Polytechnique en poche. Et cet homme, c'est Sergueï Grigorovitch. Sergueï Grigorovitch, c'est une personnalité, disons, particulière, du genre jeune entrepreneur dynamique qui aime beaucoup parler de lui et de ce que lui aurait accompli. Et accompli tout seul, il insiste suffisamment là-dessus. Du genre à répéter dans toutes les interviews qu'il était un génie de l'informatique à 14 ans, a créé l'emblème de son entreprise à 15 ans, qu'il a fondé à 16, et que toute sa success story découle de ça. Et aussi que sa première copine l'aurait trompé avec un millionnaire en Mercedes, et qui se serait juré ce jour-là de devenir riche. Tu vas arrêter de dire de la merde au bout d'un moment, est-ce que tu vas arrêter de dire de la merde? Bon, toujours est-il que Grigorovitch est le fils d'un entrepreneur et ingénieur ukrainien, et aurait fait ses premiers sous d'abord en louant à ses camarades des jeux importés de la France, puis en vendant des copies de jeux piratés. En 1996, le jeune Grigorovitch ouvre son entreprise, qu'il baptise de ses propres initiales, Grigorovitch Sergueï Konstantinovitch, Je l'ai prononcé du premier coup. auquel il a ajouté son ambition internationale, Game World. JSC Game World est donc une société d'informatique qui traduit des programmes en russe et décide de se spécialiser dans le développement de jeux vidéo. Et ça tombe bien, il se trouve que le système d'études ukrainien est alors plutôt efficace pour former de bons matheux qui, avec la crise économique que traverse le pays, ne demandent qu'à travailler dans ce genre de secteur. JSC Game World rassemble donc une belle équipe de développeurs très talentueux, sous la coupelle de Grigorovitch. Le premier projet auquel s'attelle le jeune studio est un petit jeu d'aventure, mais il se casse déjà les dents dessus. Changeons de projet lorsque les développeurs découvrent un jeu de stratégie en temps réel mythique, développé par Blizzard Entertainment, Warcraft 2, qui s'est écoulé à des milliers d'exemplaires. Le studio voit alors l'opportunité de toucher le marché occidental, alors que du côté des pays de l'Est, l'économie est exsangue. Le studio se met en tête de convaincre Blizzard Entertainment et de se voir confier le développement d'une suite et travaille pendant 9 mois, et sans le moindre contrat, sur un Warcraft 3. Le projet, qui prend le nom de Warcraft 2000, est présenté à Blizzard, qui refuse, en toute logique. Le vrai Warcraft 3 est déjà en développement aux USA. Non, mais ils ont dû refuser par un manque de confiance dans le potentiel de Grigorovitch, comme il l'explique en interview. Bon, il faut dire, pas beaucoup d'éditeurs ne veulent confier la moindre licence à un studio ukrainien, qui, d'autant plus, n'a pas encore fait ses preuves. Le studio devra donc compter sur des licences maison. En tout cas, JSC Game World a un jeu complet de déjà développé, et après quelques modifications et un accord avec l'éditeur CDV Software, sortent Cossacks European Wars, un jeu de stratégie historique paru en 2001. Cossacks cartonne en Europe de l'Est, ce qui lance enfin le studio,
JSC Game World échafaude alors leur tout premier jeu de tir à la première personne grâce à un moteur de jeu maison, le Vital Engine, et prend le nom de codename Outbreak. C'est un jeu qui fait la part belle aux grands environnements, une gestion réaliste de l'inventaire et des phases de tir, et un scénario aux accents de science-fiction. Le studio décide de s'affranchir du Vital Engine pour leur prochain projet, et de façonner un nouveau moteur, le X-Ray Engine, une petite bête de course, notamment à la pointe sur l'intelligence artificielle et le moteur physique. Codename Outbreak est un échec commercial, mais qui entraîne les équipes efficacement. Dès 2003, le studio planche sur un très gros projet, qui tirera parti de toutes les caractéristiques de ce moteur. Le projet est nommé Oblivion Lost. Le projet prend dès le début un peu de retard, car l'équipe travaille en parallèle sur les autres jeux de stratégie de JSC Game World, comme Cossacks 2 ou American Conquest. Et sur celui-là, j'ai dû y passer 400 heures quand j'étais gamin, c'était trop bien. Les ambitions du jeu se précisent alors. L'équipe veut réaliser un jeu de tir à la première personne réaliste, à la manière de Deus Ex, Half-Life ou System Shock, mais avec une plus grande ambition encore, et notamment un monde ouvert dynamique. Le but, c'est de concurrencer Half-Life, ni plus ni moins. Pour ce qui est de l'univers, JSC Game World pense à inclure des tas de mondes différents, à la manière de Stargate, mais finit par lorgner sur un classique de la littérature de science-fiction, plus envisageable au niveau des ambitions, Stalker. Stalker, c'est d'abord une nouvelle longue, écrite par les frères Boris et Arkady Strugatsky en 1972. Elle raconte l'histoire de la zone, une région qui a subi la visite d'une civilisation extraterrestre qui n'a visiblement pas considéré notre monde suffisamment intéressant pour y rester plus que quelques jours. Un pique-nique au bord du chemin, voilà ce que représentait la Terre pour eux. Ce roman à succès a été adapté en 1979, ni plus ni moins que par Andrei Tarkovsky, qui réalise une fresque mystique et philosophique, une errance sublime dans des paysages désolés de la Russie soviétique, en plein déclin. Assurément, l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Rien que ça. JSC Game World voit dans cet univers le terreau idéal pour leur jeu de tir de science-fiction. L'équipe décide d'intégrer dans cet univers les événements tragiques de l'explosion de la centrale de Tchernobyl, idée qui leur est venue après avoir visité la zone d'exclusion de la centrale. L'idée est d'ancrer le récit dans leur histoire nationale et d'actualiser le propos. Cependant, le studio ne dispose pas des droits de la licence de Stalker et décide donc de mettre des points entre les lettres du titre. C'est tout. L'éditeur THQ signe le projet, propose de rebaptiser le projet Shadow of Chernobyl. Oblivion Lost était moins facile à vendre. Et le développement du jeu se lance officiellement en 2002 pour une sortie prévue l'année suivante. Et comme d'habitude, c'est là que ça merde. Vous imaginez bien, c'est un projet énorme, d'autant plus avec un moteur de jeu flambant neuf et développé en parallèle. Le studio s'embourbe dans le projet alors qu'il continue d'accepter des projets de jeux de stratégie annexes, dispersant les équipes de Stalker. Une présentation du jeu à l'E3 rassure les investisseurs et les joueurs, sauf que Valve arrive avec... difficile de tenir la concurrence avec Half-Life 2 qui attire tous les regards vers lui. Surtout que Grigorovitch, toujours patron du studio, continue de promettre monts et merveilles aux joueurs pendant toute la promotion. L'éditeur repousse gracieusement la publication de Stalker et le studio remanie entièrement le moteur de jeu pour se mettre à niveau dans l'industrie et suivre l'accélération technologique. Sauf qu'un remaniement, c'est pas si facile à faire, et le studio rend son jeu complètement injouable. Imaginez qu'à cette étape du développement, la map du jeu était juste un terrain où l'IA, des persos et des créatures évoluaient tout seul. Une excellente simulation d'IA qui ne prenait jamais en compte qu'il y avait un jeu au milieu. Le jeu est encore reporté pour 2005 et la hype du public s'étiole à mesure que le développement s'embourbe encore et encore. La presse pense même qu'on a affaire ici à un vaporware, c'est-à-dire un projet gouffre à pognon qui n'a aucune chance de sortir. Des fonctionnalités sont retirées une à une et les reports de sortie se multiplient encore, mettant en rogne les joueurs. L'éditeur THQ se montre quant à lui patient, selon les dires du studio. Il a confiance dans le projet et veut qu'il sorte dans un bon état. De là à dire qu'une équipe de dev ukrainien, c'est pas ce qui ruine THQ, mais je vais pas franchir ce pas. Vous imaginez bien l'épuisement de l'équipe qui travaille sur Stalker depuis 2002, et en plus des projets annexes. Beaucoup des membres de l'équipe finissent simplement par se barrer, notamment Andrei Prokhorov, qui part fonder un studio concurrent à JSC Game World, 4A Games. Malgré les renforts envoyés par THQ à Kiev, il y a quelques licenciements, et même certains employés virés continuent de travailler sur le jeu, et ce même 6 mois après avoir quitté la boîte. Et entre-temps, des grands jeux de tir et d'action sont sortis, comme Far Cry, Halo ou Doom 3. 2007 approche à grands pas, et le studio finit enfin par annoncer une date de sortie définitive, à laquelle personne ne croit, mais qui sera, contre toute attente, respectée. Stalker Shadow of Chernobyl est bel et bien publié le 20 mars 2007, on n'y croyait plus. Dans Shadow of Chernobyl, on incarne le Tatoué, un explorateur de la zone, ce qu'on appelle des stalkers, qui a subi une belle amnésie. D'ailleurs, on n'est pas tatoué de n'importe quoi vu qu'on a littéralement la quête principale gravée sous la peau.
aller tuer un mec. On rencontre tout un tas de factions et vous pouvez choisir avec qui travailler. Les fascistes du devoir, les hippies de la liberté ou les zététiciens des écologistes. On fait tout un tas d'allers-retours pour remplir les missions d'un mec dans un caveau et puis on rencontre un scientifique doublé par Jean-Louis la chaussette de Noël. Effectivement, on est au courant pour le laboratoire. Et on se rend compte qu'en fait Tchernobyl c'est des manigances scientifiques du gouvernement pour connecter la conscience des gens, enfin bon, j'ai pas tout saisi. Et puis on n'a pas moins de 7 fins différentes où notre cher tatoué finit avec des tas d'anomalies radioactives collées partout sur le corps et en plus d'un arsenal à plus savoir quoi en faire. Shadow of Chernobyl, c'est une sacrée expérience de jeu vidéo, du genre à te balancer dans la zone avec un couteau et des boulons et aller se faire allumer par le moindre mercenaire ou mutant qui traîne dans le coin. Et ça c'est si vous arrivez à suivre aux radiations et aux anomalies. Ouais, la première fois ça surprend. C'est un jeu que le joueur doit prendre à bras le corps et qui nécessite quelques heures d'apprentissage, avec un gameplay ultra émergent grâce à une IA qui fait sa vie à côté de toi, créant des situations aussi réalistes que plutôt marrantes. Pourquoi le feu ici où je vais? Merde! Le studio a à la fois bien tiré parti des faiblesses techniques du titre. La zone est immense et très vide, et on collait une ambiance de solitude et de survie horreur absolument géniale. Shadow of Chernobyl, c'est le pur produit de la liberté qu'offraient les open world des années 2000, avant que cette expérience ne soit balisée et surcalibrée dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, des fois on tombe dans quelques textures, on peut pas finir certaines quêtes et y a pas une seule fonctionnalité qui est évidente. Mais du coup, on est constamment émerveillé. Comme un stalker dans la zone, on explore, on expérimente, et on se demande quand on va arrêter de découvrir des trucs disséminés ça et là par les développeurs. Même les gunfights, les sensations sont hyper agréables, c'est un excellent jeu de tir, même pour les standards actuels. Franchement, même si ça demande un peu d'implication, quand on a accroché à la proposition, c'est difficile d'en sortir. Et un conseil avant de vous lancer, faites les stocks de la Sainte Trinité pour une alimentation équilibrée. Pain, saucisson, Red Bull. Stalker Shadow of Chernobyl est un vrai carton. 700 000 exemplaires vendus en Occident et plus de 900 000 rien que dans l'ex-URSS. Le jeu reçoit un accueil chaleureux de la part de la critique et des joueurs, même si tout le monde semble très déçu qu'on ne puisse pas conduire de voiture dans le jeu. Enfin, je vous jure, tout le monde critiquait le jeu pour ça. Et justement, les joueurs s'emparent du jeu et commencent à développer tout un tas de modes pour pallier aux fonctionnalités manquantes du titre, et une énorme communauté se forme autour de Stalker, qui trouve définitivement son public. Immédiatement après la sortie de Shadow of Chernobyl, JSC Game World annonce la production d'un jeu standalone dans l'univers de Stalker. L'opus porte le nom provisoire de Anarchy Cell et doit être un prologue aux événements survenus avant le premier jeu. L'accent est largement mis sur les factions, qui avaient un rôle beaucoup moins important dans Shadow of Chernobyl. JSC Game World abandonne THQ et se tourne vers l'éditeur Deep Silver, alors au sommet de sa forme. Le studio promet que dans Anarchy Cell, qui est vite rebaptisé Clear Sky, le joueur pourra rejoindre la faction de son choix et participer à une guerre sans merci contre les autres groupes de Stalkers dans la zone. Le studio hésite même à faire de ce jeu une exclue pour la Xbox de Microsoft, mais se ravise et reste sur une sortie seulement sur PC. L'avantage pour le studio lorsque celui-ci travaille sur Clear Sky, c'est que le plus difficile est déjà fait. Le studio possède des fonds grâce au succès du jeu précédent, et la masse de travail, qui reste conséquente, est bien moindre puisqu'il ne faut pas repartir de zéro. Les développeurs ont le temps de faire ce qui était auparavant impossible, peaufiner. L'intelligence artificielle est remaniée et améliorée, on ajoute des éléments de gameplay équilibrés et l'environnement est rendu plus riche. Le X-Ray Engine, quant à lui, est amélioré et adapté aux nouvelles machines. Je vous épargne les histoires de mise à jour DirectX, de toute façon même moi j'y panne que dalle. Et le moteur de jeu passe à sa version 1.5. D'abord annoncé pour début 2008, le studio repousse la sortie pour la fin d'année et en profite pour faire une bonne campagne marketing. Sauf que ce décalage entraîne un souci, allez on va dire embêtant. Un joueur russe a réussi à voler un exemplaire test de Clear Sky dans une usine de disques. Et cette version ne possède aucune protection de données. Alors il paraît qu'il y a une vidéo du mec qui montre le disque et qui se sont plus pissés, mais j'ai eu beau chercher, elle est introuvable. Ajoutez à ça des archives de l'alpha du jeu qui fuitent déjà dans tous les sens, et la version d'usine de Clear Sky est partagée en peer-to-peer partout sur les forums russes. Donc pour éviter la catastrophe, JSC Game World décide de retarder la sortie du jeu de quelques jours. Stalker Clear Sky sort dans les bacs le 22 août 2008 en Europe de l'Est. Avant les événements de Shadow of Chernobyl, Clear Sky vous propose d'incarner non pas le tatoué, mais le balafré, A toujours un surnom de gendre idéal. qui escorte une mission scientifique qui passe un sale quart d'heure.
On est secouru par une faction, le Firmament, des espèces de stalkers curieux d'en apprendre plus sur la zone, et basé dans un charmant marais. Il se trouve qu'on a une capacité secrète qui nous permet de résister aux anomalies, et pareil, on remplit un tas de missions pour un tas de types louches, et tout le reste c'est une espèce de chasse à l'homme assez linéaire qui nous fait passer par des tas de chemins qui nous font perdre plus ou moins de temps. Chez moi, on appelle ça des rallongis. À la fin du jeu, on a un plot twist sympa, bien qu'un peu prévisible, mais pour une fois, allez, je me garde de vous le révéler. Clear Sky, c'est l'opus le moins apprécié des 3 jeux Stalker, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas pour rien. Le jeu garde toute son ambiance si particulière, son IA génial et ses beaux environnements. Même si le titre précédent ne brillait pas par son scénario, bon là c'est vraiment laborieux. Surtout que la zone est beaucoup plus petite et un peu plus poisseuse. Même si la texture de l'eau est très jolie. Le jeu a un paquet de bugs encore aujourd'hui, et ce même malgré les tas de patchs que le studio a filé à la communauté. C'est dommage. Et si Shadow of Chernobyl était assez létal, croyez-moi, Clear Sky le fait passer vraiment pour une promenade de santé. Si vous avez découvert le jeu à l'époque et l'avez abandonné, je sais exactement où et pourquoi. Oh, Jesus! Si vous voulez vous lancer dans les stalkers, ne commencez pas par celui-là, même si c'est le plus court des 3. Mais si vous avez déjà joué aux autres, ça reste un très bon stalker, et il est vraiment à faire. Stalker Clear Sky a subi une réception froide de la part des joueurs. En effet, les nombreux bugs que contient le titre, la difficulté corsée du jeu et le manque d'équilibrage embrasent les forums. Il a fallu attendre pas moins de 5 patchs avant que le jeu ne soit réellement jouable. Cependant, les ventes suivent et la presse apprécie beaucoup le jeu, ce qui permet au studio de regarder à nouveau vers l'avenir. L'équipe organise des voyages au cœur de la ville abandonnée de Pripyat pour nourrir leur game design et décide que leur prochain jeu se concentrera sur cette ville. Grigorovich annonce dès 2009 la production d'un second standalone pour la licence Stalker qui portera le nom de Call of Pripyat. Toujours très original, vous remarquerez. Le studio s'attelle au projet très sérieusement, maintenant qu'ils ont l'expérience de Shadow of Chernobyl et Clear Sky. Le X-Ray Engine passe à sa version 1.6 avec une interface améliorée et des modélisations plus réalistes. Aussi, le studio change une nouvelle fois d'éditeur, passant des Autrichiens de Deep Silver aux Allemands de Beat Composer Games. En parallèle, le studio commence déjà à échafauder un Stalker 2 qui repart de zéro, le moteur commençant à montrer ses limites. Les ambitions sont posées et Call of Pripyat est beaucoup plus simple à développer pour l'équipe. Les fans sont fidélisés, comme rarement, et Grigorovich, dans toute la démesure qui le caractérise, décide d'organiser à Kiev un festival Stalker. Alors je sais pas quelle est ma partie préférée du festival. Les danses synchronisées entre militaires, les groupes de néo-metal devant une foule de 200 000 Ukrainiens, les combinaisons rose fluo, ou Grigorovich himself qui fait une reprise de Sweet Dreams. Ah ouais, une vraie capsule temporelle, hein. Non mais il fait quoi avec ce pneu? Il fait quoi lui là? Bon, je panne rien à ce qu'il raconte, mais bon, ils ont l'air d'avoir passé un bon moment. En tout cas, JSC Game World a le temps de peaufiner son jeu, de corriger tous les bugs et rendre le jeu plus stable que ses 2 prédécesseurs. Aussi, le marketing du jeu met les potards à fond, regardez la tronche du stand qu'il tenait dans un grand salon de jeux vidéo russe. Le studio fait à nouveau face à des fuites du jeu sur internet, mais rien d'aussi grave qu'avec la catastrophe Clear Sky. Le 2 octobre 2009, Stalker Call of Pripyat paraît dans tous les magasins d'Ukraine. Call of Pripyat prend place après Shadow of Chernobyl et on y incarne un agent stalker des services secrets ukrainiens faire un petit tour dans la centrale, histoire de voir si tout se passe bien. On nous largue avec un peu de matériel pour mener à bien notre enquête. On est amené à rassembler une Dream Team pour faire une infiltration de la ville abandonnée, Pas tant que ça vu le monde qu'il y a. qui est donc Pripyat, pour filer un coup de main à nos copains piégés là-bas. Les fins diffèrent selon qui est vivant ou non pendant votre petite visite dans la zone, et vous avez tout un tas de quêtes secondaires que vous pouvez accomplir à votre rythme. Je vais enjoindre l'avis unanime concernant Call of Pripyat. Oui, c'est assurément le meilleur jeu de la licence. Il n'est ni trop court, ni trop long, ni trop ouvert, ni trop couloir, ni trop facile, ni trop dur. Le moteur de jeu est maîtrisé, les environnements et les graphismes sont magnifiques, Qui a laissé un bateau ici? et on a l'ambiance unique de la zone qui demeure intacte. Ajoutez à ça un scénario aux enjeux moins farfelus que fermer un portail vers la planète qui fusionne l'esprit de l'humanité, J'ai toujours rien compris. et ça fait un jeu hyper équilibré et super fun. Et puis, comme dans Clear Sky d'ailleurs, il y a toutes les factions qui au choix se tapent sur la tête ou se tapent dans le dos. Et pareil, on a un rôle à jouer là-dedans, ce qui déterminera un paquet de fins alternatives. C'est clairement un des stalkers avec la composante la plus RPG, et ça me plaît. Stalker Call of Pripyat est également un grand succès critique et public.
La communauté accueille le jeu avec beaucoup d'enthousiasme, surtout que la perspective de bientôt jouer à Stalker 2 se rapproche à grands pas. Call of Pripyat est un bel au revoir à la zone telle qu'elle a été conçue depuis Shadow of Chernobyl, et l'avenir de la licence, comptant 3 jeux à succès et une grosse base de fans, est toute tracée. Bon, il faut dire qu'on atteint les 4 millions de copies vendues, toute la saga comprise. Les équipes sont en plein milieu de la production de Stalker 2 qui est annoncée dès 2010 pour une date de sortie en 2012. Un nouveau moteur de jeu est mis en chantier et le développement suit son cours, jusqu'à un certain point. Le problème, c'est que la direction devient étrange. Alors que le studio développe leur prochain grand jeu et mobilise toutes ses troupes, les effectifs de JSC Game World se voient divisés par 4 et des rumeurs inquiétantes se font entendre dans tout le studio. Un jour de décembre 2011, toute l'équipe est rassemblée dans un bureau par Grigorovitch. Les équipes préparent des documents à présenter et amènent même de quoi faire une petite fête. Puis les discours de Grigorovitch fait l'effet d'une bombe. J'ai décidé d'arrêter le développement de Stalker 2. Au revoir. Grigorovitch a simplement décidé d'autodétruire son entreprise. Encore aujourd'hui, c'est difficile de connaître les raisons qui l'ont poussé à tuer sa poule aux œufs d'or de cette manière, mais il est probable que la voie que prenait le développement de Stalker 2 ne lui allait simplement pas, qu'il était fatigué de son entreprise et aussi que sa nouvelle passion, c'est plus le jeu vidéo, mais la moto. Le personnel de JSC Game World n'entend pas laisser tomber Stalker 2 et se met, sans l'aide de Grigorovitch, à chercher des éditeurs pour reprendre le projet. Cependant, le jeu est beaucoup trop ambitieux et aucun éditeur n'a confiance, surtout maintenant que l'entité JSC Game World n'existe plus. Et l'équipe tente une démo avec le moteur Crytek, mais rien de probant n'en sort et l'équipe s'étiole petit à petit. Certains rejoignent Deep Shadows Games, d'autres West Games développer une suite spirituelle à Stalker qui s'avéra être une grosse arnaque, quand une autre partie rejoint les équipes de Vostok Games, travailler sur les free-to-play sur Varium, également hérité du gameplay et de l'univers de Stalker. Enfin, beaucoup d'ex-employés de JSC Game World ont rejoint les premiers dissidents du studio, chez 4A Games, ceux qui étaient partis dès Shadow of Chernobyl. 4A Games venait alors d'acquérir les droits d'un autre roman russe de science-fiction et s'apprêtait à créer un jeu de tir à la première personne réaliste et à l'atmosphère claustrophobique, Metro 2033. Heureusement, la communauté Stalker, elle, n'est jamais morte, et les modeurs se sont emparés de la proposition folle de JSC Game World pour proposer leurs propres expériences. En se basant sur le travail accompli sur Call of Pripyat, la communauté a accouché d'un mode ultime, qui a sans cesse été amélioré, Stalker Anomaly, un standalone gratuit proposant une campagne entière et avec des tas et des tas de fonctionnalités intégrées. En gros, c'est le FPS de survie pour les gouverner tous. Et en plus, a ajouté le projet de mode Stalker Gamma qui compile pas moins de 300 modes du jeu pour offrir une proposition extrêmement rude et transforme le titre en une expérience de survie jusqu'ici jamais vue. Et c'est en 2018 qu'un miracle se produisit. Grigorovitch sort enfin de son silence et fait une grande annonce, JSC Game World est ressuscité. Son petit frère qui s'appelle... Comment je prononce ça, moi? Alors, son petit frère est placé à la tête du studio et, sans qu'aucun joueur ne s'y attende, publie un 3e opus de la série Cossacks. Le jeu est un grand succès, en même temps il est génial, et le studio annonce travailler sur le projet que tout le monde croyait alors mort et enterré depuis 7 ans, Stalker 2 Heart of Chernobyl. Voilà maintenant 13 ans que Call of Pripyat, le dernier opus de la saga Stalker, est sorti. La presse et les joueurs attendent de Stalker 2 avec impatience, mais l'industrie a tant changé. Stalker, c'est une série qui reflète bien plus qu'un studio, une époque, et ce petit miracle venu d'Ukraine a, par sa sincérité et son exécution, gravé dans l'histoire du jeu vidéo une capsule temporelle, grâce à 3 jeux exceptionnels par leur modernité et ce qu'ils représentaient. Nous ne pouvons qu'espérer que Stalker 2 comprendra son époque et son public, comme ses ancêtres. 4A Games a parfaitement su tenir le flambeau, la balle est désormais dans le camp de Grigorovitch. Comme vous le savez, Stalker 2 Heart of Chernobyl est en développement depuis 2018. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a considérablement bousculé son développement, comme vous pouvez vous en douter, et les développeurs ont désormais établi leur bureau à Prague, en République tchèque. Certains employés ont décidé de partir au front, quand d'autres continuent à travailler sur le jeu. Sinon, les modes pour Stalker continuent d'affluer, et si vous n'avez pas encore mis la main sur Stalker Anomaly ou pour les plus chevronnés Stalker Gamma, je vous enjoins à aller les essayer. Toujours est-il que je vous remercie grandement d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Stalker, c'est un sacré souvenir d'enfance et une série de RPG FPS des années 2000 qui a une actualité brûlante. C'était très important pour moi de vous en parler. Je vous rappelle que j'ai ouvert une page Patreon pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir ce genre de format sur YouTube. Et je vous remercie du fond du cœur si vous décidez de me verser un petit pourboire. Je vous enjoins également à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager et à laisser un commentaire pour faire part de votre expérience sur les jeux Stalker et ce que vous attendez de Heart of Chernobyl. Sur ce, je vous dis à très bientôt.